Déjà 11h, c'est l'heure du 11 à 12, votre rendez-vous du jeudi matin avec vos animateurs Laurent Simard, Mathieu Blanchette et moi-même Patrick Gaudreau. Bonjour, comment ça va? Super bien. Ça va bien. Un beau jeudi matin, il fait chaud aujourd'hui en plus. Très chaud. Ouais, comme toute la semaine. C'est vraiment différent de mercredi passé, on est arrivé dans la neige, puis là aujourd'hui on se croit l'été. C'est ça, la semaine dernière, c'était notre première neige, on la vivait difficilement, avouons-le. En effet. Mais bon, on a une émission chargée, on va immédiatement commencer, Laurence, avec le segment des nouvelles, et le corps de Diane Grégoire a été retrouvé. Oui, Diane Grégoire a été trouvée très loin de l'endroit où on la cherchait. C'est en retournant, en labourant et en tamisant méticuleusement la terre d'une ferme de Saint-Valérien de Milton, près de Granby, que la police a récupéré par hasard des ossements. Ceux-ci se sont avérés plus tard à être ceux de Diane Grégoire, disparue depuis bientôt 4 ans. La police de Longueuil, qui était responsable de l'enquête jusqu'à maintenant, a donné sa place à la SQ, tout simplement parce que les ossements ont été trouvés sur leur territoire. Du côté du comité de recherche de Diane Grégoire, on a recueilli la nouvelle de la découverte de son corps avec étonnement et soulagement. Il faut dire que on offre toutes les condoléances à la famille de Madame Grégoire, a déclaré Anita Fleury, porte-parole du comité. Je poursuis avec une possible avancée dans le dossier de la grève des employés de soutien. Comme les deux parties ne peuvent pas s'entendre, il y a un conciliateur qui viendrait étudier le conflit afin d'établir des recommandations. Ceux-ci devront présenter les recommandations à leur instance. Puis, cette suggestion a été amenée sur la table des négociations la semaine dernière suite à une impasse, finalement. Record de chaleur en Estrie pour le mois de novembre. Hein. La moyenne historique jusqu'à ce jour a été dépassée. Il faut dire que la moyenne pour le mois de novembre est de 4,6 Celsius et là on attend jusqu'à présent 9,2 degrés Celsius, soit le double. Et ça va dans le même ordre d'idée du réchauffement planétaire. Il y a le gouvernement Harper qui s'attire les foudres des environnementalistes parce qu'il voudrait se retirer du protocole de Kyoto. Tout en continuant les pourparlers sur les changements climatiques. En effet, si le pays veut se retirer de Kyoto, pourquoi continuer à débattre sur le sujet dans les grandes réunions portant sur le sujet comme à Qatar l'année prochaine? La seule chose qu'on peut voir, c'est que le ministre veut y aller pour faire dérailler les négociations auxquelles participent les autres pays de bonne foi, a soutenu Megan Lessig, qui est députée néo-démocrate et porte-parole de l'environnement pour son parti. Peter Kent, qui est le ministre de l'Environnement actuellement, n'a ni confirmé ni affirmé la nouvelle depuis le début de la semaine, mais il n'a pas ménagé ses critiques à l'égard de l'entente qu'il a associée dépasser des négociations sur les changements climatiques. Il dit en fait que Kyoto c'est un peu dépassé puis il faut aller au-delà de ça, mais est-ce qu'on le croit vraiment quand on sait que le Canada a enregistré une émission de gaz à effet de serre incroyable l'année dernière? OK. Ben, merci, Laurence. Ça conclut le segment nouvelles. Du côté des arts, pour l'émission Paname qui est diffusée au réseau ABC, on se rappelle que ça met en vedette Karine Vanasse, la célèbre actrice québécoise. Eh bien, il y a une controverse autour de si l'émission se termine ou non cet hiver. Karine Vanasse a en effet annoncé sur son Twitter qu'il ne restait qu'un seul épisode à être diffusé en janvier. Mais là, apparemment, qu'une relationniste pour ABC a confirmé aux médias que c'était faux, ce que Karine Vanasse a annoncé. Elle affirme qu'il reste 5 épisodes à tourner et que ces épisodes seront diffusés et qu'une décision concernant la 2e saison sera prise au mois de mai pour l'émission. Donc, on ne sait pas encore si ça va revenir pour une 2e saison. Et puis, il y a également une controverse parce que la case horaire de Paname va être prise par une autre émission au réseau ABC lors de la saison de l'hiver 2012. Donc, on sait que la première saison sera écourtée. On sait qu'elle ne se terminera pas au mois d'avril ou de mai, comme d'habitude les saisons se terminent, mais ce sera bien une saison moins longue. Est-ce qu'on sait l'émission qui va remplacer la plage horaire de Paname? Oui, c'est une émission, je me rappelle plus du titre, mais c'est une émission qui se déroule dans un collège privé pour jeunes filles. On dit que c'est un peu à la Gossip Girl, mais dans le fond où c'est comme des secrets, des révélations dans un groupe d'adolescentes. Donc c'est ça va être diffusé à 22h sur le réseau ABC le dimanche. Et puis Paname, on se rappelle que le pilote avait coûté plus de 2 millions de dollars à produire et puis qu'au début le premier épisode avait attiré plus de 11 millions de téléspectateurs, mais maintenant rendu à son 9e épisode, il n'en attire plus que 5,6 millions. Donc sur une chaîne comme AMC ou quelque chose d'autre, ce serait peut-être un bon
score, mais pour un réseau généraliste comme ABC qui investit de gros budgets, qui a des comptes à rendre à ses actionnaires, c'est peut-être pas tant 5,6 millions, surtout pour une série qui coûte assez cher à produire. Donc on verra ce qui va arriver avec Paname, mais son retour n'est pas confirmé et sa cancellation non plus, donc ça reste à voir. Et du côté de la musique, Michael Bublé, le chanteur canadien, il a lancé un album intitulé Christmas, tout simplement, pour des chansons de Noël. Et puis, on apprend que cette semaine, il trône au sommet du Billboard américain. Après 5 semaines de sortie, il détrône le CD du rappeur canadien Drake la semaine dernière. Et puis, c'est assez surprenant parce que non seulement c'est un Canadien et on est fiers, si on veut, et aussi, ça fait 5 semaines qu'il est sorti. Il n'avait jamais atteint la pole position du Billboard. C'est la première fois en 5 semaines qu'il l'atteint. Et puis, Monsieur Bublé se dit très fier et reconnaissant du public. Et moi, ce qui me surprend, c'est que à l'échelle mondiale, les ventes atteignent le 4 millions d'exemplaires. C'est énorme quand même. Pour un album de Noël, c'est énorme. Donc, on savait tous que Michael Bublé avait un succès international, mais on savait pas que c'était à ce point mais c'est vraiment remarqué. le crooner des temps modernes qui a le plus de succès actuellement. Puis sa voix est parfaite pour faire des chansons de Noël. C'est ça. Je pense que on a beau rire parfois des chansons de Noël, dire que c'est quétaine, mais je pense que on a beau dire ce qu'on veut à propos de Michael Bublé, il a vraiment une belle voix. Puis je pense que ça cadre parfaitement avec le style de Noël, comme tu dis, Laurence. Puis mais je pense que il va y avoir d'autres ventes qui vont venir au cours du prochain mois, puisqu'il va faire beaucoup de promotions, surtout sur des réseaux américains. Il va apparaître à l'émission Live with Kelly, Regis and Kelly. Le Regis n'est plus là, mais il va quand même apparaître à l'émission les 15 et 16 décembre et il va chanter des chansons pour Saturday Night Live le 17 décembre pour l'émission de Noël annuelle de l'émission américaine. Donc c'est à suivre de ce côté-là, le succès international de Michael Bublé. Donc Mathieu, du côté des sports, il y a eu 2 matchs de hockey assez décevants hier. Oui, on avait 2 équipes à surveiller hier, soit Washington et Caroline. 2 nouveaux entraîneurs pour chacune de ces équipes-là. Soirée plutôt décevante pour les 2 nouveaux venus parce que la Caroline s'est inclinée 3-1 contre les Panthers de la Floride et Washington s'est incliné 2-1 contre les Blues de Saint-Louis. Ce soir, dans la Ligue nationale de hockey, un match à surveiller, bien entendu, le Canadien qui est à Anaheim pour jouer contre les Ducks. Pour les courageux qui voudraient tenter d'écouter le match, c'est à 22h ce soir. Plusieurs choses à se rappeler du côté du CH également, c'est que ça bouge beaucoup dans le vestiaire du CH. Pacioretty qui a été suspendu 3 matchs, rappelons-le. Donc, le rappel de Louis Leblanc a été confirmé. Louis Leblanc qui va jouer le match de ce soir. Également, Jaroslav Spacek à l'entraînement hier en compagnie de Chris Campoli. Rappelons que les 2 défenseurs du Canadien étaient blessés et Spacek avait raté les 7 derniers matchs. Les 2 patinaient ensemble hier à l'entraînement. Mais avant tout, la rumeur qui court de ce temps-ci, le retour possible de Andrei Markov pour le match de ce soir. Ça fait également jaser dans les réseaux sociaux. Ce sera à surveiller, bien entendu. Mathieu, une petite question pour toi pour revenir à Pacioretty. Oui. Tu as dû voir la scène pour laquelle il était suspendu là, oui. avec le temps. Qu'est-ce que t'en penses, en fait, du fait qu'il soit suspendu? Est-ce que tu penses qu'il méritait ou... Mais je pense que c'était pas voulu, mais c'est mérité quand même. Parce que si on commence à dire qu'un joueur a pas voulu faire ça, puis qu'un autre a voulu, c'est très subjectif, c'est dur à dire. Pacioretty, il est grand, donc son épaule était à la hauteur du plus petit joueur. Je pense pas qu'il voulait le blesser, mais c'est quand même mérité. Il l'a fait quand même, donc je pense c'est qu'il ça, devrait c'est être arrivé. L'autre joueur s'est retrouvé avec une fracture au nez, donc ça l'a quand même frappé. Ouais. Ça en va dans l'ordre d'idée aussi de resserrer la vis concernant les coups à la tête dans la Exactement, oui. Par exemple, ce que j'ai reproché à la Ligue de ce côté-là, c'est le manque de constance. On a vu récemment le coup de joueur des Bruins de Boston contre le gardien de Buffalo, Ryan Miller. Ça, c'est un coup délibéré, selon moi. C'est mon opinion. Et la Ligue n'a rien fait contre ça. Pour enchaîner avec les autres rencontres à surveiller ce soir, il y aura Boston-Toronto. Ça promet d'être un match très physique à 19h pour ceux qui veulent l'écouter. Et on termine avec une nouvelle de boxe. Dans une entrevue livrée au site livefight.com, le boxeur Carl Froch a dit que Lucian Boutet s'attaque à ses restants et que son combat contre Glenn Johnson était aussi excitant, écoutez bien, que de lire le bottin téléphonique avec un grand verre d'eau. Oh mon Dieu, on frappe fort. Oui, c'était très intéressant. Alors, Froch affirme aussi que Jean-Pascal est 10 fois meilleur que Boutet. Et je cite, « Les Canadiens ne sont pas stupides. Ils savent que Pascal s'est battu contre les meilleurs et a démontré qu'il avait des couilles. Alors que Boutet reste à la maison et fait rentrer l'argent. » Alors, est-ce là une tentative de provocation de la part de Froch? Qui sait? Peut-être les retrouveront-on
bientôt dans le ring. Bon, des petits combats en dehors du ring, c'est assez intéressant. Merci Mathieu. Du côté de la météo, aujourd'hui, on l'a dit, c'est une belle journée. Le maximum est de 12, donc ça va être assez chaud. Cependant, cet après-midi, le ciel sera couvert et il va y avoir un peu de pluie, mais rien d'inquiétant. Cette nuit, ça se refroidit rapidement, un minimum de -4 et il va y avoir des averses de pluie et de neige. Et demain, avec un maximum de 0, ce sera ensoleillé, mais ce sera quand même froid, donc habillez-vous chaudement demain. On va tout de suite en musique avec Jimmy Hunt et on vous revient avec la table ronde. Vous êtes toujours à l'écoute du 11 à 12 avec Laurence, Mathieu et moi-même Patrick. Donc cette semaine, il y a une nouvelle, une manchette qui a fait beaucoup de... En fait, c'est arrivé hier, ça fait beaucoup de bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux, Laurence. Donc tu vas nous en parler un peu pour notre chronique table ronde. Ben oui, c'est l'intimidation dans les écoles qui est menée au suicide d'une jeune fille de 15 ans, Marjorie Raymond. Et puis il y a énormément de personnes qui se prononcent là-dessus parce que l'intimidation dans les écoles, c'est un débat qui finit pas. Mais on dirait qu'il se règle pas non plus. Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées. Ça arrive une fois par quelques années qu'il y a comme une nouvelle qui fasse les manchettes, comme la mort de la pauvre petite Marjorie hier. Mais on dirait que c'est jamais réglé, t'as raison. Puis on dirait qu'il y a une nouvelle dimension qui est ajoutée à cause de l'effet réseaux sociaux qui dans le fond, rend plus facile l'intimidation si on veut, mais ça ne se règle quand même pas. Puis il faut dire aussi que cette jeune fille-là, elle avait dit à ses parents. Ses parents ont supposément appelé le directeur. Puis il n'y a pas de mesures qui ont été prises. Donc c'est un petit peu ça aussi qui choque. Bon, maintenant, est-ce que l'école est vraiment à blâmer? J'ai lu une nouvelle ce matin qui disait que le directeur était complètement dépassé par cette histoire-là. Il dit ça, on en a toujours des cas d'intimidation. On s'attarde pas à chaque cas. Dans quel cas c'est vraiment sérieux? Dans quel cas est-ce que c'est plus c'est moins plus des enfants qui rigolent. C'est ça, c'est plus pour attirer l'attention. Donc il disait un peu le manque de ressources qu'il y avait eu face à ça. Puis oui, en ce moment il y a des psychologues puis une situation de crise à l'école pour toutes les collègues de cette jeune fille-là parce qu'eux aussi sont marqués par cette histoire-là. Donc mais ce que je trouve triste, en fait, c'est comme tu disais, cette jeune fille-là a fait des démarches. Souvent, ça arrive, on voit des lettres de suicide où les gens l'avaient caché, puis dans le fond, on était gêné d'avoir se croyait coupable, si on veut, d'être victime d'intimidation. Donc, il se croyait pas non seulement victime, mais également responsable. Donc, il en parlait à personne. Mais cette jeune fille-là, on a parlé à ses parents. Ses parents avaient appelé. Il y avait eu des démarches de fait, puis ça a quand même rien donné. Donc, c'est ça qui est décourageant, si on veut, de voir qu'on dirait que on s'attaque à quelque chose qui peut pas être surmonté. Il y avait plusieurs personnes aussi qui devaient être au courant de cette histoire-là, parce que on a vu une image qui circulait énormément hier sur les réseaux sociaux. C'est le statut d'une fille qui s'est bagarrée avec la jeune Marjorie. Et ce statut-là, il y avait beaucoup de personnes qui ont commenté dessus. Et ma foi, il y avait l'air à tout être au courant de l'histoire. Il y a pas grand monde qui ont fait de quoi dans cette histoire-là. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des enfants qui le savaient, des adolescents, si on veut, qui le savaient. On aurait dit que ça créait comme un effet de masse, puis que ils trouvaient ça drôle, dans le fond, le fait que les gens l'intimident, là. Donc ils se rassemblaient pour Exactement. un peu l'intimider. Puis c'est ça qui est triste, là, c'est que dans le fond, elle était un peu seule, puis ça l'a poussée au suicide, là. Donc c'est très triste. Mais là, il y a des gens qui se demandent si ça va pousser la création de nouvelles lois puis des mesures concrètes pour essayer de contrer ce phénomène-là. Mais encore une fois, comme on disait tantôt, c'est difficile d'établir une frontière claire. Exactement. Entre ce qui est de l'intimidation, ce qui est juste du petit bagarrage de cours d'école normale. C'est difficile de régler ça parce que, comme tu l'as dit tantôt, avec l'arrivée des réseaux sociaux dans cette problématique-là, ça rend beaucoup plus difficile le travail des policiers. Ça tombe en dehors de la juridiction de l'école, puis Exactement, oui. Pour revenir aux réseaux sociaux, il y a deux choses. Les réseaux sociaux, ils ont permis l'intimidation de cette jeune fille-là, mais d'un autre côté, d'un meilleur œil, il y a beaucoup de monde qui s'exprime là-dessus, puis ça fait parler cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui déplorent cette histoire-là, donc je pense que les gens en parlent, c'est déjà une prise de conscience, peut-être que c'est un problème. Mais c'est ça, je pense que c'est peut-être un énorme mal, c'est très dramatique cette histoire-là, mais j'espère que ça va peut-être, comme tu dis, amener les gens à en parler, puis à comme prendre des mesures, puis à réaliser que c'est pas drôle quand quelqu'un est intimidé à ce point-là par autant de personnes, puis que ça la pousse à une telle détresse. Là, j'espère que les gens vont réaliser que on devrait peut-être prendre des mesures concrètes puis faire quelque chose. Mais d'un côté, je pense que les gens ils ont beaucoup de misère à comprendre ça parce que juste regarder la photo qui circulait hier,
les gens qui commentaient cette photo-là faisaient preuve d'intimidation à l'égard de la fille qui s'était bagarrée avec Marjorie. Donc, les gens ont pas compris encore, parce qu'eux-mêmes, ils dénonçaient l'intimidation que cette femme-là, que cette fille-là avait fait subir à l'autre, mais eux-mêmes en faisaient subir à cette jeune fille-là. Donc c'est ça, on dirait qu'ils regrettent trop vite, puis comme, en tout cas c'est une nouvelle à plusieurs penchants là. J'imagine qu'on va continuer à en parler au cours des prochaines semaines, puis c'est quelque chose à surveiller. Oui, puis on espère que ça va faire prendre une prise de conscience générale pour notre société. Dans un autre segment complètement, Laurence, tu vas donner le jugement dernier où on récompense et on dénonce les personnes qui ont fait du bien et du mal cette semaine. C'est l'heure de notre héros de la semaine et de notre zéro de la semaine. Je vais commencer avec notre zéro de la semaine, c'est Miley Cyrus. Pourquoi Miley Cyrus? La chanteuse fêtait ses 19 ans, puis ses amis lui ont donné un gâteau de fête à l'effigie de Bob Marley. Puis elle a dit, tu sais que tu fumes trop de pot quand tes amis te donnent un gâteau de Bob Marley. Et c'est une vidéo qui s'est retrouvée sur YouTube. Miley Cyrus, qui est une vedette l'idole des enfants de Disney, l'idole des petites filles de 12 ans. Oh mon Dieu. À quoi qu'elle a pensé, hein? On se le demande. Mais je pense, depuis elle a eu 18 ans l'année dernière, je pense. Je suis malheureusement pas un fan fini, mais c'est ça. Donc, depuis qu'elle a 18 ans, on dirait qu'elle essaie de faire comprendre aux gens qu'elle n'est plus justement l'idole des jeunes, qu'elle n'est plus cette personne-là. Elle essaie de changer son image. C'est ça, mais trop souvent, c'est ce qui arrive quand une vedette se fait recruter par Disney. Ils sont contents au début parce que là, c'est la gloire et le succès. Mais après ça, quand ils deviennent majeurs, ils cherchent à s'éloigner de l'aspect enfant, l'aspect Disney. Donc, ils se mettent à se rebeller. Mais dans le fond, ce que je trouve un peu, je veux dire, j'ai pas tant de compassion pour Miley Cyrus, mais ce que je trouve un peu triste pour elle, c'est que dans le fond, elle n'a plus d'attache avec Disney. Son émission Hannah Montana est terminée, puis elle n'est plus avec, dans le fond, l'étiquette musicale de Disney, mais quand même, on l'associe quand même à ça, puis on la tient dans le standard de Disney, puis qu'elle devrait donc suivre les conseils de Disney puis faire ça, mais dans le fond, elle n'a plus aucun lien financier ou légal avec Disney. Donc c'est ça qui est peut-être plus triste pour elle, que dans le fond, elle veut se défaire de cette étiquette qui ne lui va plus, mais que dans le public, on la considère encore comme une enfant, puis l'idole des enfants. Là. Mais on s'entend, c'était quand même un mauvais coup de sa part là, d'aller dire devant tout le monde qu'elle fumait trop de pot. Maintenant, le héros de la semaine, c'est la Fondation Roqueguertin qui hier avait son cocktail annuel de vin et fromage qui a permis de ramasser 108 500 $. Donc c'est un gros montant. Puis ça revient à chaque année cet événement-là. Puis à chaque année, ça augmente. Ils reçoivent de plus en plus de dons. OK, puis c'est une fondation, c'est quoi leur but de la fondation dans le fond? Je pense qu'ils œuvrent sur plusieurs domaines, mais si je me trompe pas, c'est tout simplement d'aider peut-être les gens plus défavorisés. Okay. Je pense j'ai cru voir, je lance ça de même, mais j'ai cru voir un panier de denrées périssables, non périssables à l'épicerie, donc je pense que ça fait partie de leur mandat exactement. OK. Dans le fond, un beau geste à faire commis par cette société-là. Bon, merci Laurence. On va aller en musique avec Crystal Castles featuring Robert Smith avec la chanson Not in Love et on vous revient dans quelques minutes. Vous êtes encore à l'écoute du 11 à 12 avec Laurence, Mathieu et Patrick. Mon Dieu, pardon. Mathieu, il y a des fêtes de nos auditeurs aujourd'hui, de personnes qui nous sont chères. Donc, à qui veux-tu souhaiter bonne fête? Alors, j'aimerais commencer par souhaiter bonne fête à l'acteur américain Ben Stiller. On le reconnaît tous pour ses très bons films. Zoolander. Exactement. Ensuite, j'aimerais souhaiter bonne fête au joueur de hockey québécois Jason Pomainville. Jason Pomainville, qui, rappelons-le, joue pour les Sabres de Buffalo. J'aimerais souhaiter bonne fête également au journaliste québécois Pierre Foglia, à la très charmante actrice Kaylee Cuoco, qui joue dans Big Bang Theory. Exactement, dans The Big Bang Theory et Touche pas à mes filles, cette très bonne émission. Qui joue à Vrac TV, oui, je m'en rappelle. J'aimerais également souhaiter bonne fête à l'actrice américaine Lauren Cohen. Et pour finir, même s'il n'est plus de ce monde, nous voudrions souhaiter tous ensemble un joyeux anniversaire à Samuel Langhorne Clemens, aussi connu sous le nom de Mark Twain, l'auteur du roman Tom Sawyer. Le roman fétiche des jeunes Vous aurez sûrement remarqué le haut de la page de Google aujourd'hui, c'est fantastique. Oui, mais c'est tellement un bon concept, je trouve, Google, quand ils font ça pour souligner un anniversaire ou une journée spéciale. C'est vrai, hein? Je trouve que c'est vraiment... Ça fait qu'on en apprend, on est comme, il y a un événement spécial où il y a quelque chose, tu sais, ils changent leur interface, on est comme, on va aller voir. Mais c'est ça, sans ça, je pense qu'on n'aurait même pas, ça aurait passé dans le beurre si on veut l'anniversaire de Mark Twain. Son nom était dans la liste des fêtés du jour, mais je savais pas c'était qui, et quand j'ai cliqué sur le haut de la page de Google, ça m'a emmené vers ça. On fait tout de suite le lien. Ouais. Bonne fête à vous tous. Oui.
Oui, bonne fête. On sait que vous nous écoutez en ce moment, donc bonne fête. Et Mathieu, toi également, c'est le temps des fêtes, ça approche. T'as posé une question à notre entourage, aux gens qui nous entourent, concernant les joies culinaires de Noël. Oui, je me suis promené dans la fac des lettres et sciences humaines hier et j'ai posé la question à plusieurs personnes. Si vous aviez un bon conseil à me donner pour bien réussir une dinde de Noël, lequel serait-il? Et voici ce que ça a donné. Donc, il y a 2 règles à respecter. Le plus important, c'est le temps de cuisson. C'est important d'avoir un très long temps de cuisson. Et sinon, la bonne vieille farce, ça part de là. Bacon strips, définitivement. C'est premièrement très important de faire la distinction entre la dinde, l'animal, et la dinde tatante un peu chaude qui boit un peu trop de punch. Un coup, la victime bien identifiée. C'est important aussi de la choisir morte de préférence, compte tenu du fait que farcir une dinde vivante, ça peut être assez problématique. Sinon, une bonne cuisson, une sauce demi-glace, c'est tout le temps bon. Accompagné d'un bon vin, ça peut être excessivement bien. Donc, on prend note qu'il faut bien cuire la dinde et que la dinde doit être morte. Oui, de préférence. Oui, de préférence. Un bon truc. Ouais. Donc, vous, de votre côté, est-ce que vous avez une petite anecdote concernant la cuisine de Noël, là, un plat que vous avez raté ou quelque chose? Une année, en fait, du côté à ma mère... les adultes étaient tannés de préparer le souper traditionnel, puis ça leur faisait beaucoup de travail. Donc, ils ont dit, cette année, c'est les enfants, vous amenez chacun quelque chose, un plat, puis ça va être comme un gros buffet. Ça donnait quelque chose de tellement disparate, c'était pas croyable. On avait des sushis, des fajitas, des pains au fromage. Ça donnait un buffet un peu moyen. De la bouffe québécoise typique. Là. C'est ça, on s'était pas donné un fil conducteur, là, un thème, on fait de la nourriture de Noël. Ça donnait vraiment quelque chose d'atypique. Puis, okay. Je pense pas que les oncles et les tantes ont... Non, c'est ça. Puis dans certains cas, là, les recettes étaient so-so, mettons. OK, donc c'était pas les spécialités. Mais c'était drôle, on a bien ri. Ouais, mais dans le fond, c'est toujours une excuse pour avoir du plaisir puis se retrouver en famille plus que pour manger un souper 5 étoiles. Là. Ouais. Bon, mais sur ce, on va aller en musique avec les vulgaires machins. On vous revient dans quelques minutes avec un autre bulletin de nouvelles. De retour en ondes au 11 à 12, c'est maintenant l'heure d'une autre chronique actualité. Donc, Laurence, la grève du CESUS se poursuit. Oui, possible avancée dans le dossier de la grève des employés de soutien. Comme les deux parties ne peuvent pas s'entendre, un conciliateur viendrait étudier le conflit afin d'établir des recommandations. Ceux-ci devront par la suite les présenter à leur instance et cette suggestion a été amenée sur la table des négociations la semaine dernière. Record de chaleur en Estrie pour le mois de novembre. La moyenne historique du jour pour jour pour un mois de novembre se situe à 4,6 degrés Celsius, mais en ce moment, on enregistre 9,2 degrés Celsius, qui est le double. Et ça nous fait se questionner sur justement le réchauffement climatique. Le gouvernement Harper s'attire les foudres des environnementalistes. Accuse Harper de vouloir se retirer du protocole de Kyoto tout en continuant les pourparlers sur les changements climatiques. En effet, il aimerait se retirer, mais il aimerait poursuivre les pourparlers et se rendre à la négociation du 14 l'année prochaine. Il y a Megan Lessel, qui est députée néo-démocrate et porte-parole de son parti en matière d'environnement, qui dit que ça n'a pas de sens de vouloir se retirer de Kyoto et de quand même vouloir poursuivre les négociations sur les réchauffements climatique. Elle dit, la seule chose que je peux voir, c'est que le ministre veut y aller pour faire dérailler les négociations auxquelles participent les autres pays de bonne foi. De son côté, M. Ken, qui est le député de l'environnement, dit que Kyoto est dépassé maintenant et puis que les négociations ne vont plus dans ce sens. Il se défend avec cette affirmation. Pour terminer, pardonnez-moi. Le gouvernement Daniel Bélanger de passage à l'université. En effet, hier, on avait de la belle visite. Il est venu donner une conférence sur son métier. Puis il avait l'air vraiment enchanté d'être là. Donc, il en a profité pour faire rapidement le tour de son œuvre, tout en affirmant qu'il est fier de ce qu'il a accompli. On va aller écouter un court extrait. Ce que je voulais... Oups, désolé, petit problème technique. On recommence l'extrait. Je pense pas que ce soit la prétention, c'est juste, je pense que j'ai tenté de faire toujours ce que je voulais, essayer d'être synchronisé avec moi. Il en a profité pour parler aussi de sa spiritualité à lui. Quand
on chante 3 soirs par semaine en tournée, et qu'on chante une chanson, on est seulement à la guitare, et que, à un moment donné, la pièce fait en sorte qu'on ne joue plus de guitare, et là, on chante a cappella dans une salle de 800 900 personnes, et qu'on n'entend personne parler. C'est vraiment une expérience spirituelle, je dirais. Il a terminé en disant que c'était la première fois qu'il était invité à parler de son métier. Puis vraiment, ça l'a beaucoup touché. On sait que Monsieur Bélanger, il est pas très média, il est pas très, il donne pas beaucoup d'entrevues dans les médias. Il est assez discret, là. Il est discret, il est un peu marginal aussi, faut dire là. Il disait justement dans sa conférence que lui rentrer dans un moule puis aller parler à la télé puis faire un peu son têteux comme il disait, ça l'intéresse pas, mais de parler à des étudiants, vraiment là, il était enchanté. OK, ben merci Laurence. Mathieu, qu'est-ce qui se passe du côté des sports ce soir? Alors le match canadien contre les Ducks a surveillé du côté d'Anaheim ce soir à 22h pour les courageux et les couche-tard. Ce qui sera surveillé pour ce match-là, c'est bien entendu la rumeur qui fait beaucoup de chemin sur les réseaux sociaux. Le possible retour d'Andrei Markov, ce sera à surveiller. On attend le point de presse de Jacques Martin en fin d'après-midi. Mathieu, je reviens avec ça. Là. Ça n'a pas été confirmé. Là. C'est juste que les gens commencent à parler que peut-être qu'il serait là ce soir. C'est comme une rumeur. C'est parce que Markov s'est entraîné avec ses coéquipiers et il a commencé à s'entraîner il y a quelque temps avec Contact. Et là, on parle d'un possible retour au jeu prochainement, mais Jacques Martin n'a pas voulu dire si ça se ferait ce soir ou dans les matchs à venir. Okay. Ben, merci Mathieu. Du côté de la météo, aujourd'hui, ça va être assez chaud avec un maximum de 12. Cependant, cet après-midi, le ciel sera couvert et il y aura quelques averses de pluie. Cette nuit, ça baisse rapidement. Il fera moins 4 comme minimum avec des averses de pluie et de neige intermittente. Demain, ce sera aussi froid avec un maximum de 0, mais ce sera ensoleillé. Donc, on va pouvoir profiter de notre belle journée. Du côté, on va maintenant vous parler des annonces classées cette semaine. Chaque semaine, on parle un peu d'une annonce classée qui nous a marqué, qui nous a touché. Cette semaine, une annonce classée assez dérangeante. Soyons francs, là, on est moins dans l'humoristique et plus dans le plutôt dérangeant, on va le dire là, dans le fond. Parce que même TVA Nouvelle en a fait une nouvelle. Ouais, ben je pense que ça vaut la peine parce que c'était quelque chose, ça a été traîné dans les tribunaux et tout. Dans le fond, c'est un homme qui a utilisé les services d'annonces en ligne là, comme Kijiji, lespac.ca, puis des choses comme ça. Il a fait la même chose, mais en fait, il a mis une annonce pour dire recherche femme monoparentale pour abuser de ses enfants. Donc c'est de mauvais goût, mais très mauvais goût. De très mauvais goût, c'est pas drôle. Lui, il a essayé de soutenir que c'était une blague, mais c'était pas drôle du tout. Il a même dit je vais même payer pour des services puis tout. Donc c'est illégal avoir essayé de solliciter des services sexuels et on ne parle même pas du fait que ce sont des mineurs qui sont impliqués puisqu'il voulait parler aux enfants de la femme monoparentale. Donc c'est comme un appel à tous pour que les gens soumettent leur nom pour dans le fond donner leurs enfants pour ça. Évidemment, il y a une mère de l'âge de 33 ans qui était indignée, qui a appelé la police, qui a contacté l'homme pour lui dire que c'était hors de question, que c'était dégueulasse dans le fond. Puis elle a contacté la police. Puis ça a créé un espèce d'engouement. Ça, c'était en 2008 que l'annonce a été publiée et c'est maintenant l'homme vient d'être condamné à une sentence de prison à 4 mois, si je ne m'abuse. 18 mois. 18 mois, mon Dieu. OK, donc c'est ça. Merci Mathieu. Donc c'est ça, on sévit. Mais ça part un peu comme une espèce de polémique. C'est quoi le rôle du gouvernement pour intervenir dans les services comme ça, les services en ligne, parce que c'est pas... Et la limite aussi, hein. T'écris n'importe quoi sur le web, ton identité est pas nécessairement dévoilée. Donc, où est-ce qu'il y a la limite, hein? C'est drôle de faire des blagues, là, mais à un moment donné, c'est de pas dire n'importe quoi non plus. Parce qu'il y a eu des blagues de mauvais goût qui sont un peu plus edgy, si on veut, qui ne sont pas vraiment conformes aux normes et tout. Mais là, je pense que quand on parle de pornographie juvénile, puis dans le fond de sollicitation de services sexuels auprès des enfants, je pense qu'on dépasse la limite, là. On dépasse ce qui est acceptable, même si c'est pour l'humour. Donc, c'est ça. Il habite en Estrie, d'ailleurs, et ça avait été publié en 2008, et c'est aujourd'hui que sa sentence vient d'être révélée. Et puis là, comme je disais, ça part une polémique sur la loi, le rôle du gouvernement dans le contrôle des services Internet, ce genre de services-là. Donc, c'est intéressant de voir où ça va nous mener. Donc, on surveille ça dans les prochaines journées. Maintenant, je vais vous faire découvrir un phénomène. Dans le fond, je sais pas si vous connaissez le groupe Random Recipe, le groupe montréalais. Non, malheureusement, je connais pas. Un tout petit peu de nom, mais... Ouais, ben dans le fond, c'est un groupe qui œuvre dans la scène. Ils sont assez divers, sont assez éclectiques. Là, on parle de hip-hop, de trash, d'un peu de punk. Là, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Il y a même un peu de reggae puis de ska par moment. C'est assez intéressant. Et puis là, ce que j'ai découvert
découvert, c'est que dans le fond, ils vont faire leur événement annuel Random Recipe chante Noël. Ce samedi, ça va être à Montréal. Donc, dans le fond, on parlait de Michael Bublé qui fait son fameux style crooner de Noël. Mais là, on est dans un autre domaine complètement, puisque eux autres le font à leur manière. J'ai des amis qui sont allés l'an dernier, puis ils m'ont dit que c'était un excellent spectacle, surtout si on aime la musique un peu plus alternative, puis qu'on n'est pas, on se fie pas aux classiques, parce que dans le fond, ils ont des propres compositions, mais ils réinventent les classiques aussi. Mais c'est fou l'engouement des CD de Noël, hein. Il y a tellement de groupes, tellement d'artistes qui sortent un CD de Noël, même si c'est pas nécessairement comme dans leur cadre ou ils font des CD rock alternatifs, toutes sortes de styles qui adaptent les chansons de Noël qui sont un petit peu plus le seul mot qui me vient en tête, c'est cheesy, là, tu sais, qui met les gens de bonne... un peu moins. Ouais, c'est ça. Ça met de bonne humeur, mais on peut pas se cacher que c'est un peu quétaine. Puis dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était un peu un arrêt de mort, là, faire un album de Noël. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, les gens faisaient ça comme à la fin de leur carrière pour raviver un peu, parce qu'ils savaient que ça allait vendre, mais c'était un peu une honte d'avoir un CD de Noël, tandis que maintenant... C'est la grosse mode. Ben c'est ça, on se rappelle que Justin Bieber, à l'âge de 17 ans, sa carrière n'est pas sur le point de stagner, mais il a quand même un CD de Noël. Il y a Nadia aussi, la chanteuse québécoise, là, qui trône au sommet des ventes en ce moment avec son CD de Noël. Michael Bublé à l'international avec 4 millions de copies, donc c'est vraiment plus quelque chose qu'on fait en dernier recours, mais c'est vraiment quelque chose que les gens font régulièrement maintenant, et puis ça a beaucoup de succès, ça se vend plus que les albums traditionnels, donc assez intéressant. Mais donc c'est ça va se tenir ce samedi, l'événement de Random Recipe. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un peu plus d'alternatif, c'est pas nécessairement de la musique de Noël classique, donc c'est à surveiller. Ça va se tenir à Montréal ce samedi. On fait écouter un album du groupe, ce n'est pas une chanson de Noël, mais ça vous donne un peu un avant-goût de ce qui va se produire samedi. Ça s'appelle Shipwreck, donc on va en musique immédiatement. On vient d'écouter Random Recipe avec la chanson Shipwreck. Et maintenant, Mathieu, on a une entrevue toute spéciale avec une jeune estrienne de talent. Oui, on a appelé Caroline Gagnon-Lafont qui a participé aux auditions de Star Academy et qui fait maintenant partie du gala final. Et qui a été choisie pour faire partie du gala final. Alors, on rejoint maintenant Caroline. Salut Caro, ça va bien? Allô, ça va bien, vous? Oui, super. Ben, tout d'abord, bravo, je pense qu'on peut le dire, pour ta sélection au gala. T'as remporté le vote populaire. Ben merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai vécu tellement une belle soirée, donc je n'ai que des belles expériences là, de tout ça. Ben moi dans le fond j'aimerais ça peut-être que tu nous expliques le fonctionnement des galas et tout, parce que moi avant de te regarder dans le fond à l'émission, je comprenais plus ou moins le fonctionnement. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté, donc si tu pouvais un peu nous rappeler le processus de sélection pour rentrer à l'académie. Oui, certainement, je peux vous expliquer ça. Bon, cette année, c'est la première année qu'ils font ça. Ils font les auditions complètement devant le public. Parce que normalement, il y avait des sélections, oui, qui se faisaient devant le public, mais aussi à huis clos. Mais cette année, le concept est complètement différent. Il y a eu environ 5 soirs de demi-finale. Et dans ces 5 soirs-là, il y a des gens qui se sont classés pour les finales. 5 autres soirs de finale. Et entre autres, là, on était 50 au début. Et on est seulement 20 là, pour le premier gala. Donc, à chaque soirée, le public choisissait quelqu'un et les juges choisissaient aussi quelqu'un. Donc, les juges choisissaient un garçon, une fille et le public, un garçon, une fille. Donc, on a passé de 50 à 20 finalistes pour le premier gala. Est-ce que tu es capable de me dire, toi, est-ce que tu as été choisi en tant que choix du juge ou des juges ou du public? Oui, ben en fait, moi, pendant les demi-finales, j'ai été le choix du jury et pendant les finales, j'ai été le choix du public. Donc, j'étais extrêmement contente parce que c'est sûr que les finales, là, c'est un peu plus stressant, l'enjeu est un peu plus important. Et bon, j'ai choisi une chanson là vraiment plus en interprétation là, qui m'a permis vraiment de tout donner ce que j'avais. Et donc, j'étais vraiment contente d'avoir eu le vote du public là, parce que c'est comme une espèce de petite tape dans le dos que tu te fais donner par tous les gens qui t'encouragent à aller plus loin là-dedans. Donc, j'étais bien contente. Caroline te parlait du fait que les auditions se faisaient devant public, ils se font aussi devant jury. Comment est-ce que t'arrives à gérer ton stress? Parce que bon, que ça soit devant public, c'est un stress supplémentaire. Comment est-ce que t'as géré ça sur le moment? C'est une très bonne question. En fait, moi, je suis plutôt habituée à gérer mon stress parce que, bon, je chante, ça fait environ 7 ans. Et oui, certes, j'ai eu quelques expériences là, plus stressantes que d'autres, entre autres Star Academy, puis il y a quand même son lot de stress. Mais je dois dire qu'on est si bien encadré. L'équipe est vraiment travaille comme des petites abeilles à ce qu'on soit le plus à l'aise possible. Donc, je dirais que le stress était là, oui, mais ce n'était pas
étrangement le moment le plus stressant dans lequel j'ai dû chanter parce que bon, je faisais beaucoup de visualisation positive. Je pense que ça aide beaucoup, là, ça aide les sportifs, mais ça aide aussi les artistes. Donc, et je connaissais le milieu, là, je veux dire, j'avais écouté les autres émissions avant que moi je passe. Donc, je pouvais un peu me dire, OK, ça va se passer comme ça, le plateau de télévision ressemble à ça. Donc, ça me donnait une espèce de petite longueur d'avance de passer plus tard. Okay. Mais tu parles des performances, tu as donné des excellentes performances, mais les deux étaient très différentes. La première, à ton premier passage à Star Academy, tu as chanté du Brel, quand on a que l'amour. Oui. Et au deuxième, tu es allé dans un registre complètement différent avec Dan Bigra. Est-ce que c'était tes choix? Qu'est-ce qui a influencé tes choix dans le fond? Oui, en fait, c'était complètement mes choix parce que, par contre, ils nous demandent de proposer 3 chansons. Et dans les 3 chansons, ce sont les juges qui vont choisir celles qu'on va interpréter lors de la finale et de la demi-finale. Et dans le fond, eux autres, ils avaient choisi pour la première fois Quand on a que l'amour, qui était mon choix premier à la première audition que j'avais fait quand ils avaient fait le tour du Québec où 5000 personnes ont été auditionnées. Et pour J'ai inventé des espoirs, qu'est-ce qui a motivé mon choix? C'est vraiment une chanson super, super profonde puis qui me permet vraiment de mettre mes tripes sur la table, là, comme j'aime si bien le dire. Donc, c'était vraiment mon choix, puis je pense que ça a été un bon choix à faire, parce que j'ai eu des bons commentaires, alors j'étais très contente. Est-ce que tu pourrais nous dire le niveau de préparation? Parce que j'imagine que ça fait longtemps que tu te préparais pour ces auditions-là. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un peu? Oui, certainement. En fait, pour se préparer, moi, j'avais comme une espèce de petite chance parce que Quand on manque à l'amour, je l'avais fait de nombreuses fois. Je l'avais fait dans des concours, dans des spectacles d'hiver pour des fondations. Donc, cette chanson-là, je l'avais déjà cassée en spectacle souvent. Mais c'était une toute autre histoire pour J'ai inventé le désespoir parce que je l'ai seulement fait une fois en spectacle avant Star Academy. Je l'ai fait, entre autres, au Festival Le Tremplin, qui est un concours, et j'avais gagné avec cette chanson-là. Donc, je me suis dit, je vais la refaire. Mais bon, j'ai pratiqué chez moi, là, je dirais plus, j'ai sorti le texte, je l'ai imprimé. J'ai vraiment étudié les paroles pour avoir les bonnes intentions aux bons endroits pour ce qui est de l'interprétation. Et question vocale, bon, je dirais que c'est les réchauffements là, qui font partie du quotidien d'un chanteur. Pour terminer, Caroline, comment est-ce que tu envisages la finale? En fait, pour le premier gala, j'ai très, très hâte parce que je me suis jamais vraiment imaginé pouvoir me rendre au premier gala de Star Academy. C'est sûr que ça fait des années, depuis que je suis tout petite, que j'aimerais m'y rendre. Donc, on va avoir beaucoup de pratique, je pense, avec l'équipe de production, avec les autres, parce que non seulement ils vont nous faire apprendre la chanson thème, parce qu'à chaque année, il y a une chanson thème à Star Academy, mais on va devoir apprendre quelques chorégraphies, des duos, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est la préparation mentale, mais je dirais être moi-même, hein, c'est la clé. Donc, je vais être moi-même. OK, ben merci beaucoup, Caroline. C'est évident qu'on va te suivre pour le reste de l'aventure, mais également, tu as une page Facebook qu'on peut aller voir qui est Caroline Gagnon-Lafont. Oui, exactement, ma nouvelle page Facebook. OK, ben merci beaucoup, Caroline. Et puis, on te dédie une chanson. On a décidé de faire jouer Quand on a que l'amour de Jacques Brel en l'honneur de ton passage et de ton entrevue. Très gentil. Félicitations à vous. Ouais, merci. Donc, merci à toi. Merci. Donc, on vous revient dans quelques instants après la chanson de Jacques Brel. C'était l'excellente chanson de Jacques Brel, Quand on a que l'amour. On remercie Caroline Gagnon-Lafont pour l'excellente entrevue qu'on a eue. Et puis, c'est déjà presque la fin du 11 à 12, votre rendez-vous du mercredi matin. Laurence, t'avais un petit quelque chose pour nous. Oui, à surveiller une Sherbrookeoise qui est dans la ronde finale de qualification pour la LPGA. Donc, la dernière ronde pour se qualifier commençait ce matin en Floride, depuis le 20 novembre qui est là. Son nom, c'est Maud-Aimée Leblanc. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Oui, ben dans le fond, bonne chance à cette jeune Sherbrookeoise. Et puis, donc, on vous laisse, c'est la fin de notre émission cette semaine. On vous revient la semaine prochaine, même heure, même poste, à CFAK 88.3 FM. Donc, bonne fin de semaine.